bonsoir, comment allez-vous? Coucou Max, coucou Salam Z. Est-ce que vous avez passé un bon week-end? C'est quoi l'excellente nouvelle? Moi ça a été week-end plutôt tranquille, pas grand chose de neuf. J'ai joué un petit peu à Overwatch, voilà. C'est à peu près tout. Et si j'ai beaucoup farm Disney Valley. Voilà. J'ai presque fini toutes les quêtes en fait. Là en ce moment je suis dans l'attente de finir la dernière qui est sortie et il me reste une ou deux quêtes d'un personnage. J'ai appris que tous les Harry Potter étaient sur Canal+, du coup je vais tous me les faire pendant les vacances. Nice, nickel. Comme ça tu vas pouvoir t'éclater. Mais en plus, mais oui, c'est les vacances, j'avais pas capté. C'est les mêmes vacances pour tout le monde là, je sais plus. Et toi Max, tu as passé un bon week-end? Il détecte quoi le micro là? Il n'y a absolument aucun bruit chez moi, je ne sais pas ce que le micro détecte. Vous entendez quoi vous? Je crois que les zones bizarres sont en février, les autres. Les zones bizarres, c'est quoi les zones bizarres? Les autres sont en vacances décalées. Il me semble que c'est le moment où tout le monde est en vacances. Ouais, je crois que tout le monde est en vacances là. Et coucou Gob, comment vas-tu? Est-ce que tu as passé un bon week-end et un bon début de vacances? Mais je sais pas ce que le micro détecte. Bon là il détecte rien, à part ma voix. Si je monte un petit peu, il détecte quelque chose, mais allez, j'ai fait exprès les tests avant. Et il ne détecte rien. Ça roulotte. Comment ça roulotte? Oui, grâce matinée. Les zones bizarres, c'est quand je sais que d'autres sont en vacances et moi non. Ok, je vois. C'est un bruit chelou. Attendez, je vais le délonger. Pire en fait. C'est pire. C'est pire et c'est chiant en fait. Coucou Virginie. Je pense que le micro détecte le cambrioleur. Non mais vous entendez un bruit vous? Pas du tout. Parce que moi il entend quelque chose d'assez fort en fait alors qu'il n'y a rien. Donc
c'est un peu inquiétant quand même. Coucou Hello, comment ça va? Sinon on n'entend pas de bruit à part ta voix, ok. Bah je sais pas ce que c'est. Merde, il entend quelque chose, je sais pas quoi. Très étrange. Et du coup Hello, ça a été ton stream, c'était cool. Même si j'ai pas pu être là, je suis abattue. Parce que c'est un de mes épisodes préférés en vrai, l'épisode 4 de Life is Strange. Vraiment le 4 et le 5 c'est vraiment mes préférés. Ils sont trop bien. Il se passe tellement de dingueries. Ouais mais j'étais abattue parce que j'ai attendu ça toute la journée, le Life is Strange là. Et puis bah voilà. Genre j'ai eu de la visite quoi, super. C'était cool mais... Oui je regarderai la VOD pour voir les réactions moi. Bon bah écoutez, si vous entendez pas de bruit à part ma voix et la météo orageuse, bah on va y aller. Il n'y a plus les duels. What the fuck. Oui, spot est cassé. Super. Ou alors on peut pas attaquer les motos, je sais pas. Mais il est très bizarre ce jeu, hein. Des fois il bug. Allez, let's go. Chapitre 11. La main secourable d'Hermione. Comme Hermione l'avait prévu, les périodes de temps libre des 6e années n'avaient rien à voir avec les moments de bienheureuse détente que Ron avait imaginé, mais devaient plutôt leur servir à venir à bout de l'imposante masse de devoirs qu'on leur donnait. Non seulement il leur fallait étudier comme s'ils avaient eu des examens chaque jour, mais les cours eux-mêmes exigeaient plus d'attention que jamais. Harry comprenait à peine la moitié de ce que le professeur McGonagall leur disait ces temps-ci. Hermione elle-même avait dû lui demander une ou deux fois de répéter certaines instructions. Si incroyable que cela puisse paraître, et au grand dépit d'Hermione, les potions étaient devenues la matière dans laquelle Harry se montrait le plus brillant grâce au prince de sang mêlé. Les sortilèges informulés étaient à présent exigés non seulement en cours de défense contre les forces du mal, mais également en classe de sortilèges et de métamorphose. Souvent, dans la salle commune ou aux heures de repas, Harry voyait autour de lui des condisciples au visage tendu et au teint violacé, comme s'ils avaient pris une dose expressive de pousseriquique. Mais ils savaient qu'en fait, ils essayaient de toute leur force d'exécuter un sortilège sans prononcer d'incantation. Sortir du château pour se rendre dans les serres était un grand soulagement. Au cours de botanique, ils avaient affaire à des plantes plus dangereuses que jamais, mais au moins, ils avaient le droit de jurer haut et fort si une tentacula vénéneuse les attrapait inopinément par derrière. Conséquence de cette énorme charge de travail et des heures frénétiques passées à pratiquer des sortilèges informulés, Harry, Ron et Hermione n'avaient pas encore trouvé le temps d'aller à Hagrid. Ils ne venaient plus prendre ses repas à la table des professeurs, ce qui ne présageait rien de bon. Et les rares fois où il l'avait croisé dans un couloir ou dans le parc, il avait mystérieusement ignoré leur présence et leur salut. Il faut qu'on aille s'expliquer, dit Hermione le samedi suivant, en regardant l'immense chaise vide de Hagrid à la table des professeurs. Les essais de Quidditch ce matin, fit remarquer Ron, et on est censé s'entraîner au sortilège d'Aguamenti pour Flitwick. De toute façon, qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Comment lui dire qu'on détestait ce stupide matière? On ne la détestait pas, protesta Hermione. Parle pour toi, répliqua Ron, la mine sombre. Je n'ai pas oublié les scouts. Et maintenant, je peux te le dire, on l'a échappé belle. Tu ne l'as pas entendu dans ses grands discours sur son crétin de frère. Si on était resté assez court, on aurait fini par apprendre à Groupe comment faire un nœud à ses lacets. Ça ne me plaît pas du tout d'être en froid avec Hagrid, dit Hermione qui paraissait bouleversée. On ira le voir après le Quidditch, lui assura Harry. Hagrid lui manquait à lui aussi. Il estimait préférable que Groupe soit absent, même si tout comme Ron, il estimait préférable que Groupe
se sentait un peu inquiet à l'idée d'affronter sa première épreuve au poste de capitaine. Je ne sais pas pourquoi l'équipe a tant de succès tout d'un coup. Allons, Harry, dit Hermione, soudain agacée. Ce n'est pas le Quidditch qui a du succès, c'est toi. Tu n'as jamais été aussi intéressant et franchement, jamais aussi attirant. Ron s'étrangla en avalant un gros morceau de hareng enfumé. Hermione le gratifia d'un regard dédaigneux avant de se tourner à nouveau vers Harry. Ils savent tous désormais que tu disais la vérité, non? Le monde de la sorcellerie tout entier a dû reconnaître que tu avais raison quand tu déclarais que Voldemort était de retour, que tu l'avais combattu à 2 reprises au cours des 2 dernières années et que tu avais réussi à lui échapper les 2 fois. Désormais, il t'appelle l'élu. Alors, tu comprends pourquoi tu fascines les gens. Tout à coup, a eu l'impression qu'il faisait très chaud dans la grande salle, même si le plafond c'est toujours froid et pluvieux. GG Salamcède. Et puis, il y a eu toutes ces persécutions du ministère qui essayaient de te présenter comme un menteur et un instable. On voit toujours les marques là où cette horrible bonne femme t'obligeait à écrire avec ton propre. Jamais dévié de ton récit pour autant. Ok, bah Wayspot est cassé, je crois. Bah oui, c'est trop bizarre. Je regarderai la commande duel, à mon avis, elle est cassée. Sur moi aussi, on voit ces marques-là, où les cerveaux ont roulé leurs tentacules au ministère, dit Ron en secouant les bras pour remonter ses manches. Enfin, le fait que tu aies pris 30 cm pendant l'été ne cache rien, conclut Hermione sans prêter attention à Ron. Mais qu'est-ce qui se passe avec la commande duel là? Faut que je regarde ça après le stream, désolé du coup si ça marche pas bien. Moi aussi, je suis grand, fit remarquer Ron en passant. Les hiboux postaux arrivèrent, s'engouffrant par les fenêtres, aux carreaux tachés de pluie, éclaboussant tout le monde de couteaux. La plupart des élèves recevaient davantage de courriers qu'à l'ordinaire. Les parents anxieux avaient hâte d'avoir des nouvelles de leurs enfants et voulaient à leur tour les rassurer en leur écrivant que tout allait bien à la maison. Harry n'avait eu aucun courrier depuis le début du trimestre. Son seul correspondant régulier était mort à présent. Il avait espéré que Lupin lui écrirait de temps à autre, mais jusqu'à maintenant, il avait été déçu. Il fut donc très surpris de voir Edwidge, blanche comme neige, décrire un grand cercle parmi les hulottes et les chouettes Lapone pour atterrir devant lui. Un gros paquet rectangulaire accroché à la patte. Un instant plus tard, un paquet identique arriva devant Ron, porté par Coquesigre, son hibou minuscule et épuisé, qui croulait sous le poids de la charge. Ah, dit Harry. Il ouvrit son colis, qui contenait un exemplaire tout neuf du manuel avancé de préparation des potions, envoyé par Fleury et Potte. Très bien, se réjouit Hermione. Maintenant, tu vas pouvoir rendre celui qui est couvert de graffiti. Tu es folle, protesta Harry. Je le garde, même si j'y ai pensé. Il sortit de son sac son vieil exemplaire du manuel et tapota la couverture avec sa baguette en murmurant « Diffindo ». La couverture se détacha de sitôt. Il répéta l'opération avec le livre neuf, ce qui scandalisa Hermione. Puis intervertit les couvertures sur lesquelles il donna à nouveau coup de baguette en prononçant la formule « Rébat ». L'exemplaire du prince avait à présent l'apparence d'un livre neuf, tandis que celui envoyé par Fleury et Potte semblait complètement défraîchi. Je rendrai le nouveau à Slughorn, il ne pourra pas se plaindre, il m'a coûté 9 galions. Hermione serra les lèvres, l'air courroucé et réprobateur, mais elle fut distraite par un troisième hibou qui se posa devant elle avec le dernier numéro de la Gazette du Sorcier, qu'elle se hâta de déplier pour en parcourir la première page. « Est-ce que quelqu'un qu'on connaît est mort ?» demanda Ron d'un ton qu'il voulait désinvolte.
posait la même question chaque fois qu'Hermione ouvrait son journal. Non. Mais il y a eu une nouvelle attaque de détraqueurs, répondit-elle, et une arrestation. Parfait, qui ça dit Harry en pensant à Béatrix Lestrange. Stan Rocade, dit Hermione. Quoi s'exclama Harry avec un haut le cœur. Stan Rocade, contrôleur du Magicopus, ce moyen de transport très apprécié des sorciers, a été arrêté hier en fin de soirée. On le soupçonne d'avoir mené des activités de mange-mort. À la suite d'une descente de police à son domicile du Chavan, M. Rocade, 21 ans, a été placé en garde à vue. Stan Rocade, un mange-mort, s'indigna Harry, en se souvenant du jeune homme boutonneux qu'il avait rencontré pour la première fois 3 ans auparavant. Peut-être qu'il était soumis au sortilège de l'Imperium, suggéra Ron avec bon sens. On ne peut jamais savoir. Apparemment pas, dit Hermione qui continuait de lire. L'article raconte qu'il a été arrêté parce qu'on l'avait entendu parler dans un pub des plans secrets des mange-morts. Elle releva la tête d'un air songeur. S'il avait subi le sortilège de l'Imperium, il ne serait pas allé bavarder de leur projet dans un pub, j'imagine. On dirait plutôt qu'il faisait semblant d'en savoir plus que les autres, remarqua Ron. Ce n'est pas ce type qui a essayé de séduire une Vélane en prétendant qu'il allait devenir premier ministre de la magie. Et bonsoir Son, comment ça va? Installe-toi bien. Est-ce que t'as passé un bon week-end? Oui, c'est lui, dit Harry. Je me demande à quoi il joue en prenant Stan au sérieux. Ils veulent sans doute donner l'impression qu'ils font quelque chose, répondit Hermione, les sourcils froncés. Les gens sont terrifiés. Vous êtes au courant que les parents des sœurs Patil veulent qu'elles reviennent à la maison. Et Héloïse Mitgen est déjà rentrée chez elle. Son père est venu la chercher hier soir. Quoi? S'écria Ron, qui regarda Hermione avec des yeux ronds. Mais Poudlard est beaucoup plus sûr que leur maison, forcément. Nous avons des aurores et tout un tas de sortilèges de protection. Et puis, on a Dumbledore. Je ne pense pas qu'on l'ait en permanence, dit Hermione à voix très basse, en jetant un coup d'œil à la table des professeurs par-dessus la casette. Vous n'avez pas remarqué? Sa chaise est restée vide aussi souvent que celle d'Hagrid de la semaine dernière. Bah nickel, on est là, hein. C'était ASMR tranquille du dimanche soir. Harry et Ron regardèrent à leur tour. La chaise du directeur était vide, en effet. Maintenant qu'il y pensait, Harry n'avait pas revu Dumbledore depuis leur première leçon, une semaine plus tôt. Je pense qu'il quitte l'école pour travailler avec Lord, reprit Hermione, toujours à voix basse. Il faut dire, ça paraît grave tout ça, non? Harry et Ron, ne répondirent pas. Mais Harry savait qu'ils pensaient tous deux à la même chose. Il avait été les témoins d'une terrible scène la veille, quand on était venu chercher Anna Abbott en cours de botanique pour lui annoncer que... La page est collée. Ce suspense insoutenable. Que sa mère... Oh putain, oui, attendez. Je relis la partie. Anna Abbott en cours de botanique pour lui annoncer que sa mère avait été trouvée morte. Il n'avait plus Anna depuis. Lorsqu'ils quittèrent la table de Gryffondor, 5 minutes plus tard, pour se rendre sur le terrain de Quidditch, ils passèrent devant Laverne Brown et Partil, se rappelant ce que Hermione avait dit des sœurs Patty, dont les parents voulaient qu'elle les enlevait de Poudlard. Harry ne fut pas surpris de voir les deux amis chuchoter d'un air affligé. Il fut plus étonné en revanche quand Parvati, au moment où ils arrivaient à leur hauteur, donna soudain un coup de coude à la fente qui se retourna et adressa un large sourire à Ron. Celui-ci la regarda, cligna des yeux, puis sourit à son tour, l'air incertain, sa démarche se transformant instantanément en un pas de parade. Harry résista à la tentation d'éclater de rire, se souvenant que Ron s'était également abstenu de rire après que Malfoy lui ait eu
casser le nez. Hermione, pour sa part, parut froide et distante sur le chemin du stade. Elle marchait en silence, sous une petite pluie fraîche et brumeuse, et partit chercher une place dans les tribunes, sans souhaiter bonne chance à Ron. Comme Harry s'y était attendu, les épreuves de sélection occupèrent la plus grande partie de la matinée. On aurait dit que la moitié des élèves de Gryffondor étaient venus s'y présenter, depuis les premières années qui se cramponnaient nerveusement aux horribles vieux palais de l'école, jusqu'aux 7e année qui dominaient les autres en se tenant des airs intimidants et décontractés. Parmi ceux, il y avait un garçon massif aux cheveux drus que Harry reconnut aussitôt pour l'avoir déjà rencontré dans le Poudlard Express. On s'est vu dans le train avec ce bon vieux Sluggy, dit-il d'un ton assuré, en se détachant des autres pour serrer la main de Harry. Cormac McLaggen, gardien. Tu n'as pas passé d'essai l'année dernière, demanda Harry, qui mesura du regard la carrière de McLaggen en pensant qu'il pourrait bloquer les 3 buts sans même avoir besoin de bouger. J'étais à l'infirmerie le jour de la sélection, répondit McLaggen d'un ton un peu tard. J'avais parié que j'arriverais à manger un livre d'œuf. D'œuf de Toxis. Ah mon dieu, j'ai oublié qu'il était si con. Ah, dit Harry. Bon, si tu veux bien attendre ici. Il montra le bord du terrain, près de l'endroit où Hermione était assise. Il crut voir passer une lueur agacée dans le regard de McLaggen et se demanda s'il s'attendait à un traitement de faveur sous prétexte qu'il comptait parmi les chouchous du bon vieux Sluggy. Harry commença par les tests de base. Il demanda aux candidats de se répartir en groupes de 10 et de faire une fois le tour du terrain sur leur balai. Ce fut une bonne initiative. Le premier groupe était composé de première année qui, de toute évidence, n'avait quasiment jamais volé. Seul un des élèves parvint à rester en l'air plus de quelques secondes, et Harry ne fut pas surpris de le voir s'écraser contre l'un des poteaux de but. Le deuxième groupe comprenait 10 des filles les plus stupides que Harry eût jamais rencontrées. À son coup de sifflet, elles tombèrent en gloussant de rire en se raccrochant les unes aux autres. Romilda Vane se trouvait parmi elles. Lorsque Harry leur demanda de quitter le terrain, elles s'exécutèrent joyeusement et allèrent s'asseoir dans les tribunes pour lancer des colibrés aux autres. La tentative du troisième groupe se termina par un carambolage à mi-parcours et la plupart des candidats du quatrième groupe étaient venus s'emballer. Le cinquième était composé d'élèves de pauvre souffle. S'il y en a d'autres qui ne sont pas de Gryffondor, rugit Harry, qui commençait à s'énerver sérieusement, qu'ils partent tout de suite, s'il vous plaît. Il y eut un moment de silence, puis de petits airs d'aigle s'enfuirent du terrain en bouffant de rire. Après 2 heures d'essai, de nombreuses protestations, diverses crises de rage, dont l'une à propos d'une comète 260 fracassée et plusieurs dents cassées, Harry avait trouvé 3 poursuiveurs. Katy Bell, qui réintégrait son équipe après d'excellents essais, une nouvelle du nom de Demelza Robbins, particulièrement douée pour éviter les cognards, et Ginny Weasley, qui était de très loin la meilleure en vol et avait en plus marqué 17 buts. Harry était très content de son choix, mais il s'était cassé la voix en hurlant contre les nombreuses contestataires et devait à présent livrer d'une bataille similaire face aux batteurs refusés. Ma décision est irrévocable. Si vous ne libérez pas le terrain pour laisser passer les jouets et les gardiens, je vous jette un sort, hurla-t-il. Aucun des batteurs qu'il avait choisi n'avait l'ancien panache de Fred et de George, mais il était quand même assez content d'eux. Jimmy Pix, un élève de 3e année, petit mais bien bâti, avait réussi à faire une bosse de la taille d'un œuf sur le but de Harry avec un cognard férocement expédié. L'autre, Richie Coates, paraissait un peu maigrichon, mais visait très bien. Il rejoignit Katy, Demelza et Ginny dans les tribunes pour assister à la sélection de leur dernier coéquipier. Harry avait délibérément gardé pour la fin les essais des gardiens,
espérant que le stade serait vide et la pression moindre pour ceux qui restaient. Malheureusement, tous les candidats refusés et de nombreux élèves venus assister à la séance après un long petit déjeuner s'étaient joints à la foule déjà présente et les tribunes étaient plus remplies que jamais. Chaque fois qu'un gardien prenait sa place devant les buts, les spectateurs l'acclamaient ou le conspuaient en proportion égale. Harry jeta un coup d'œil à Ron, qui avait toujours eu le trac. Il espérait que le fait d'avoir gagné la finale le trimestre précédent l'aurait guéri, mais apparemment ce n'était pas le cas. Son visage avait pris une délicate teinte verdâtre. Aucun des 5 premiers candidats ne parvint à bloquer plus de 2 tirs chacun. À la grande déception de Harry, Cormac McLaggen arrêta 4 pénaltys sur 5. Au dernier, toutefois, il se précipita dans la mauvaise direction. La foule des spectateurs éclata de rire, le siffla, et McLaggen revint au sol, les dents serrées. Ron semblait près de s'évanouir lorsqu'il enfourcha son brosse dur 11. « Bonne chance !» s'écria d'une voix dans les tribunes. Harry se retourna, s'attendant à voir Hermione, mais c'était Laverne Brown. Il aurait voulu se cacher la tête dans les mains, comme elle-même le fit un instant plus tard, mais en tant que capitaine de l'équipe, il estima qu'il devait faire preuve d'un peu plus de cran et regarda donc les essais de Ron. Il n'y avait aucune raison de s'inquiéter cependant. Ron arrêta 1, 2, 3, 4, 5 pénaltys d'affilée. Enchanté et résistant difficilement à l'envie de se joindre aux acclamations de la foule, Harry se tourna vers McLaggen pour lui annoncer que, malheureusement, Ron l'avait battu. Il se trouva alors nez à nez avec le visage écarlate de McLaggen et recula aussitôt d'un pas. Sa sœur n'a pas vraiment essayé de lui mettre un but, dit McLaggen d'une voix menaçante. Une veine palpitait à sa tempe comme celle que Harry avait si souvent admirée sur le visage de l'oncle Vernon. Elle lui a offert un coup facile. Tu plaisantes, répliqua froidement Harry. C'est celui qui l'a failli rater. McLaggen s'avança vers Harry, qui, cette fois, ne bougea pas. Donne-moi une autre chance. Non, répliqua Harry. Tu as eu ton tour. Tu as bloqué 4 tirs, Ron 5. Ron sera gardien. Il a gagné à la loyale. Et maintenant, dégage. Pendant un instant, il se demanda si McLaggen n'allait pas le frapper, mais il se contenta de faire une horrible grimace et s'en alla à grands pas, marmonnant ce qui semblait être des menaces. Harry se retourna face à sa nouvelle équipe qui le regardait, le visage rayonnant. « Bravo !» dit-il d'une voix rauque. « Vous avez très bien joué. Tu as été brillant, Ron. » Cette fois, c'était vraiment Hermione qui descendait des tribunes en courant vers eux. Harry fit l'avance, quitter le terrain, bras dessus, bras dessous, avec Parvati, l'air plutôt grognon. Ron paraissait extrêmement content de lui, et encore plus grand que d'habitude lorsqu'il adressa un sourire à toute l'équipe et à Hermione. Après avoir fixé la date de leur première séance d'entraînement au jeudi suivant, Harry, Ron et Hermione prirent congé des autres joueurs et se dirigèrent vers la cabane de Hagrid. Un soleil humide essuyait à présent de percer les nuages. La brume avait enfin cessé. Harry avait une faim de loup et espéra qu'il y aurait quelque chose à manger chez Hagrid. Je viens de voir, j'ai complètement oublié de vous mettre Stream Avatar. Attendez. Voilà, normalement il va s'activer tout seul. J'ai cru que je n'arriverais pas à arrêter le 4e penalty, disait Ron d'un ton joyeux. Le tir de Demelza était dur à bloquer, vous avez vu. Elle lui a donné de l'effet. Oui, oui, tu as été magnifique, assura Hermione, assurée, amusée. De toute façon, j'étais meilleur que McLaggen, poursuivit Ron d'un ton avantageux. Vous l'avez vu, foncer dans la mauvaise direction au 5e tir. On aurait dit qu'il avait subi un sortilège de confusion. À la grande surprise de Harry, le teint d'Hermione prit une couleur rose vif. Ron, lui, ne remarqua rien, trop occupé
grise était attachée à l'entrée de la cabane de Hagrid. En les voyant arriver, il fit claquer son bec tranchant comme un rasoir et tournant vers eux son énorme tête. « Mon Dieu, dit Hermione mal à l'aise, il fait toujours un peu peur, vous ne trouvez pas? Arrête, tu es monté sur lui, non? Oui. Ah non, attends, non, on le voit pas dans le film. Là c'est le numéro 6. En fait, dans les films, on voit Buck que dans le 3. Et encore, il est condamné à mort. Et Sirius Black s'enfuit avec Buck. Sauf que Buck, du coup, après, on le revoit dans le 5. Normalement, quand Sirius Black lui donne à manger, il l'a caché dans la chambre de sa mère, il lui donne à manger. Et quand Sirius Black meurt à la fin du 5, Buck revient à Harry, en fait. Et Harry le redonne à Hagrid. Sauf qu'ils sont obligés de changer son nom. Et du coup, son nom officiel, c'est Vent debout. Du coup, là, c'est dans le 6ème, donc Buck est revenu chez lui. Et du coup, il s'appelle Vent debout. Officiellement, bien sûr. Voilà, pour la petite histoire de Buck. Parce que Buck a été condamné à mort, hein, évidemment. Et du coup, aux yeux du gouvernement, il est toujours un hippogriffe condamné à mort. T'inquiète, y a pas de souci. Mais en vrai, dans les films, on le revoit plus. On le revoit plus du tout. C'est pour ça. Du coup, j'ai perdu ma ligne. Mais it's ok, on est là. Arrête, tu es monté sur lui, non? Lui rappela Ron. Harry s'avança et s'inclina profondément devant l'hippogriffe, sans le quitter des yeux et sans scier. Quelques instants plus tard, Buck s'inclina à son tour. « Comment vas-tu » lui demanda Harry à voix basse en s'approchant de lui pour caresser les plumes de sa tête. « Il te manque. »« Mais tu es bien ici avec Hagrid, n'est-ce pas ?»« Hé !» dit une voix sonore. Hagrid venait d'apparaître à l'angle de sa cabane, portant un grand tablier à fleurs et un sac de pommes de terre. Croque-Dur, son énorme molosse, marchait à côté de lui. Croque-Dur lança d'un aboiement torniturant et bondit en avant. « Écartez-vous, il va vous mordre les doigts. »« Ah, c'est vous. » Ok, les duels sont réparés. Ok, tout va bien. Croque-Dur sauta autour du cou de Ron et d'Hermione en essayant de leur lécher les oreilles. Hagrid s'arrêta et le regarda pendant une fraction de seconde, puis tourna les talons et rentra dans sa cabane en claquant la porte derrière lui. « Oh non !» s'exclama Hermione catastrophée. « Ne t'inquiète pas, dit Harry, la mine résolue. » Il s'approcha et cogna vigoureusement à la porte. « Hagrid, ouvrez, nous voulons vous parler. » Il n'y eut pas de réponse. « Si vous n'ouvrez pas, nous faisons sauter la porte !» s'écria Harry en sortant sa baguette. « Harry, protesta Hermione choquée, tu ne peux quand même pas. »« Si, je peux. Reculez-vous. » Mais avant qu'il ait pu ajouter un mot, la porte s'ouvrit à la volée, comme Harry l'avait prévu, et Hagrid apparut en lui lançant de toute sa hauteur un regard noir. Malgré son tablier à fleurs, il paraissait singulièrement impressionnant. « Je suis professeur, rugit-il. Professeur Potter, comment osez-vous menacer de faire sauter ma porte? »« Je suis désolé, monsieur, répondit Harry, en insistant sur le dernier mot, tandis qu'il rangeait sa baguette dans une poche intérieure de sa robe. Hagrid parut stupéfait. « Depuis quand m'appelles-tu monsieur? Depuis quand m'appelez-vous Potter? Et depuis quand vous me vous voyez ?»« Ah, très spirituel, grogna Hagrid, très amusant. C'est toi qui as le dernier mot, pas vrai? Très bien, entrez donc. Bande de pinguins. » Oh, c'est tout à fait ça. Aïe aïe aïe. Au moins, voilà, il y a eu la vengeance, tu as battu Magdadius. Bougonnant d'un air sombre, il recula pour la laisser passer. Hermione, effrayée, se précipita derrière Harry. Alors, dit Hagrid d'un ton grincheux, lorsque Harry, Ron et Hermione se furent assis autour de l'immense table de bois. Croque-Dur posa aussitôt sa tête sur les genoux de Harry et se mit à baver sur sa robe. « Qu'est-ce qu'il y a? Du souci pour moi? Vous croyez que je me sens seul, peut-être? » »« Pas du tout, répliqua Harry. On voulait vous voir, tout simplement. »« Vous nous avez manqué, ajouta Hermione tremblante.
je vous ai manqué. Ah oui, dit Hagrid dans un grognement. Tiens donc. Il s'affaira, le pas lourd, préparant du thé dans son énorme de cuivre sans cesser de marmonner. Enfin, il posa violemment devant eux 3 chopes de la taille d'un seau remplis d'un thé couleur acajou et une assiette de gâteau en forme de rocher qu'il avait confectionné lui-même. Harry était si affamé qu'il était même prêt à goûter aux pâtisseries de Hagrid et en prit un tout de suite. Oui, il fait la gueule. Il fait la gueule parce ils ont pas pris les cours de sang en créature magique en 6e année. Ils ont abandonné sa matière et du coup il fait la gueule. Tous les 3 du coup. Hagrid timidement Hermione lorsqu'il vint s'asseoir avec eux. Il se mit à éplucher des pommes de terre avec des gestes brutaux, comme si chacun des tubercules l'avait gravement offensé. Vous savez, on aurait bien voulu continuer les cours de soins en créature magique. À nouveau, Hagrid poussa un grognement en soufflant par le nez d'un air dédaigneux. Ben oui, il n'y a plus personne comme élève, à part ceux qui sont encore obligés de suivre sa matière. Moi j'aurais tellement continué les soins en créature magique, c'était trop bien. Harry crut voir quelque chose tomber de sa narine sur les pommes de terre et elle se félicita intérieurement de ne pas rester digne. C'est vrai, affirma Hermione, mais on n'arrivait pas pourtant à les faire tenir dans notre emploi du temps. Tiens donc, répéta Hagrid. Il y eut alors un étrange bruit de succion, et tous 3 se retournèrent. Hermione laissa échapper un petit cri, et Ron, bondissant de sa chaise, courut autour de la table pour s'éloigner le plus possible du grand tonneau qui se trouvait dans un coin de la pièce et qu'il venait tout juste de remarquer. Le tonneau était rempli de ce qui lui ressemblait à des vers de 30 cm de long, visqueux, blanchâtres, grouillants. « Qu'est-ce que c'est, Hagrid » demanda Harry. Il s'efforça d'avoir l'air intéressé plutôt que dégoûté, mais posa quand même son gâteau sur la table. Putain. Oh, simplement des asticots géants, répondit Hagrid. Et quand il grandit, s'il se transforme en... dit Ron avec appréhension. Ils se transforment en rien du tout. Ils me servent à nourrir Aragog. Et tout à coup, il fondit en larmes. Hagrid, s'écria Hermione. Elle se leva d'un bond, se hâta de contourner la table en choisissant le côté le plus long pour éviter le tonneau d'asticots et passa un bras autour des épaules de Hagrid, secoué de sanglots. Que se passe-t-il? C'est lui, balbutina Hagrid, ses yeux d'un noir de scarabée ruisselant de larmes tandis qu'il essuyait le visage avec son tablier. C'est Aragog, je crois qu'il est en train de mourir. Il est tombé malade cet été, et ça ne va pas mieux. Je ne sais pas ce que je ferais je le connais depuis tellement longtemps. C'est vrai que c'est assez touchant, n'empêche, parce que Aragog, il le connaît depuis qu'il est arrivé à Poudlard à peu près. Enfin, il est en 3e année, mais en cours, il a rencontré Aragog à Hagrid au moment où il a perdu son père, je crois. Et du coup, c'est vraiment son plus vieil ami, en fait. Et du coup, c'est assez compréhensible que pour lui, ce serait terrible, vraiment. Même si pour nous, c'est très... On s'en bat les couilles, puisqu'il a essayé de nous bouffer quand même. Mais pour Hagrid, c'est vraiment son plus vieil ami, en vrai, clairement. C'est... ouais, voilà quoi. Surtout que Hagrid, il est pas tout jeune, hein, je sais plus quel âge il a, mais... Enfin voilà, il a le même âge à peu près que McGonagall, en fait, pour vous donner des jours. Donc il est vraiment assez vieux, donc ils se connaissent depuis très longtemps. Ah oui, Ron, il adore Aragog, vraiment. C'est sa passion. Hermione tapota l'épaule de Hagrid en passant, incapable de dire quoi que ce soit. Hagrid savait ce qu'elle ressentait. Il avait vu Hagrid offrir un ours en peluche à un redoutable bébé dragon, susurrer des chansons à d'énormes scorpions dotés de dards et de ventouses, essayer de raisonner le géant féroce qui était son demi-frère. Mais parmi toutes ces passions pour les monstres, la plus incompréhensible
était celle sans doute d'Aragog, la gigantesque araignée parlante qui vivait au cœur de la forêt interdite et à laquelle Ron et lui avaient échappé de justesse 4 ans auparavant. Exactement. Est-ce qu'on peut faire quelque chose demanda Hermione sans prêter attention aux grimaces et aux hochements de tête frénétiques de Ron. Je ne crois pas, Hermione, sanglota Hagrid, en essayant de contenir le flot de ses larmes. Tu sais, le reste de la tribu, la famille d'Aragog, ils deviennent un peu bizarres maintenant qu'il est malade, un peu agité. Oui, je crois qu'on avait déjà remarqué cet aspect de leur personnalité, dit Ron à mi-voix. Je pense qu'il ne serait pas prudent pour quelqu'un d'autre que moi de s'approcher d'eux en ce moment, conclut Hagrid. Il se moucha bruyamment dans son tablier et releva la tête. Mais merci quand même de me l'avoir proposé, Hermione, ça me touche beaucoup. L'atmosphère se détendit considérablement, car même si Harry et Ron n'avaient manifesté aucune envie d'apporter des asticots géants à une monstrueuse araignée sanguinaire, Hagrid semblait considérer comme allant de soi qu'ils auraient été ravis de le faire. Il redevient alors tel qu'il était d'habitude. Ah, j'ai toujours su que vous n'arriveriez pas à me glisser dans votre emploi du temps, lança-t-il d'un ton bourru, en leur versant une nouvelle tasse de thé, même si vous aviez demandé des retourneurs de temps. Ça n'aurait pas été possible, dit Hermione. Nous avons réduit en miettes tout le stock du ministère lorsque nous étions là-bas cet été. C'était même dans la casette du sorcier. Dans ce cas, vous n'auriez jamais pu y arriver, déclara Hagrid. Je suis désolé d'avoir été... Vous comprenez? Je m'inquiète pour Aragog, et je me suis demandé si jamais c'était le professeur Cope-Blanche qui avait donné les cours. Tous trois affirmèrent aussitôt d'un ton catégorique et en toute mauvaise foi que le professeur Cope-Blanche, qui avait remplacé Hagrid de temps à autre, était une épouvantable enseignante. Le résultat fut que Hagrid paraissait d'excellente humeur lorsqu'ils prirent congé de lui à la tombée de jour. « Je suis affamé, dit Harry, tandis qu'il traversait à la hâte le parc sombre et désert, après que la porte de la cabane se fut refermée derrière eux. Et ils avaient renoncé au gâteau en forme de rocher quand ils avaient entendu une des molettes de... Pardon. Il avait renoncé au gâteau en forme de rocher quand il avait entendu une de ses molaires émettre un craquement inquiétant. En plus, j'ai ma retenue avec Rogue ce soir. Je n'aurai pas beaucoup de temps pour dîner. Alors, retour dans le château. Ils aperçurent Cormac McLaggen qui entrait dans la grande salle. Il dut s'y reprendre à 2 fois pour passer les portes. À la première tentative, il s'était cogné et avait rebondi contre le chambranle. Ron éclata d'un grand rire réjoui et lui emboîta le pas, mais Harry retint Hermione par le bras. « Quoi ?» demanda Hermione sur la défensive. « Si tu veux mon avis, dit Harry à voix basse. McLaggen a l'air d'avoir subi un sortilège de confusion. Il se trouvait juste en face de l'endroit où tu étais assise dans les tribunes. » Hermione rougit. « Bon, d'accord, c'est vrai. Je lui ai jeté un sort, murmura-t-elle. Mais tu aurais dû entendre la façon dont il parlait de Ron et de Ginny. Il a un caractère épouvantable. Tu as bien vu comment il a réagi quand il a raté son coup. Tu n'aurais pas voulu de quelqu'un comme ça dans ton équipe. » Non, reconnut Harry. C'est sans doute vrai, mais ce n'était pas un peu malhonnête, Hermione. Tu es préfète, non? Ah, tais-toi, répliqua-t-elle sagement, en voyant son sourire railleur. Qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? Demanda Ron, qui était réapparu à l'entrée de la grande salle, et qui les observait d'un air soupçonneux. Rien, répondirent-ils d'une même voix. Et ils se hâtèrent de le suivre à l'intérieur. Une odeur de roast-beef réveilla douloureusement la faim de Harry, mais à peine avait-il fait 3 pas en direction de la table de Gryffondor que le professeur Slughorn surgit devant eux et leur barra le chemin. « Harry, l'homme que je cherchais !» s'exclama-t-il avec cordialité. Il tortilla les coins de sa moustache et gonfla son énorme
revoir avant le dîner. Que diriez-vous de venir plutôt souper dans mes appartements? Je donne une petite soirée qui réunira quelques gloires montantes. McLaggen sera là, ainsi que Sabini. Nous aurons aussi la charmante Melinda Podipo. Je ne sais pas si vous la connaissez, sa famille possède une vaste chaîne d'apothicaires. Et bien entendu, j'espère de tout cœur que Miss Granger m'honorera également de sa présence. Ah oui, Aragog. Je ne peux pas venir, professeur, répondit aussitôt Harry. J'ai une retenue avec le professeur Rogue. Ah, quel dommage, se désola Slughorn. Les traits de son visage s'abaissant d'une manière comique. Mon Dieu, je comptais sur vous, Harry. Il va falloir que j'en dise un mot à Severus pour expliquer la situation. Je suis sûr que j'arriverai à le convaincre de reporter votre retenue à un autre jour. Je vous verrai donc tous les deux un peu plus tard. Et il repartit d'un air affairé. Il n'a aucune chance de faire changer Rogue d'avis, dit Harry, dès que Slughorn se fut suffisamment éloigné pour ne pas l'entendre. Cette retenue a déjà été reportée une fois. Rogue l'a acceptée pour Dumbledore, mais il n'y consentira pas pour personne d'autre. Pardon. J'aimerais bien que tu puisses venir, je ne veux pas y aller toute seule, dit Hermione, anxieuse. Harry savait déjà qu'elle pensait à McLaggen. Je ne crois pas que tu seras seule. Ginny aura sans doute été invitée, lança sèchement Ron, qui ne semblait pas s'accoutumer facilement d'avoir été ignoré par Slughorn. Après le dîner, ils retournèrent dans la tour de Gryffondor. La salle commune était bondée, la plupart des élèves ayant fini de dîner, mais ils parvinrent tout de même à trouver une table de libre où ils purent s'asseoir. Ron, qui était de mauvaise humeur depuis qu'ils avaient rencontré Slughorn, croisa les bras et regarda le plafond d'un air renfroid. Hermione prit son numéro de la Gazette du Sorcier que quelqu'un avait abandonné sur un fauteuil. « Il y a du nouveau » demanda Harry. « Pas vraiment. » Hermione avait ouvert le journal et parcourait les pages intérieures. « Ah, on parle de ton père, Ron, il va très bien » ajouta-t-elle précipitamment, en voyant Ron se tourner vers elle d'un air inquiet. Ils disent simplement qu'il est allé faire un tour dans la maison des Malfoy. Cette deuxième perquisition au domicile du mange-mort ne semble pas avoir donné de résultat. Arthur Weasley, du bureau de détection de la confiscation des faux sortilèges de défense et objets de protection, a déclaré que son équipe avait agi dans la foi d'un renseignement fourni par une source confidentielle. « C'était moi la source !» À la gare de King's Cross, je lui ai parlé de Malfoy et de la chose qu'il a demandé à Barge de réparer. Si elle ne se trouve pas chez eux, il a dû l'emporter avec lui à Poudlard. Mais comment aurait-il pu y parvenir, Harry? S'étonna Hermione en reposant le journal. Nous avons tous été fouillés à notre arrivée, non? Ah bon? Dit Harry, interloqué. Pas moi. Non, pas toi, bien sûr. J'avais oublié que tu étais arrivé en retard. En tout cas, Russard nous avait passé au capteur de dissimulation quand nous étions dans le hall d'entrée. Tout objet ayant un rapport quelconque avec la magie noire aurait été découvert. J'ai vu Crabbe se faire confisquer une tête réduite. Alors tu vois, Malfoy ne pouvait rien apporter de dangereux. Un peu embarrassé, Harry regarda pendant un moment Ginny Weasley jouer avec Arnold le boursouflé, puis trouva une réponse à l'objection d'Hermione. Quelqu'un a dû le lui envoyer par hibou, dit-il. Sa mère ou je ne sais qui. Tous les hiboux sont également contrôlés, assura Hermione. Russard nous l'a dit, pendant qu'il nous enfonçait ses capteurs de dissimulation un peu partout. À court d'arguments cette fois, Harry fut incapable de répondre. Apparemment, il était impossible que Malfoy ait pu s'introduire à l'intérieur de l'école un objet dangereux. Dans une dernière tentative, il regarda Ron qui était toujours assis les bras croisés et fixait l'avant de Brown. « Tu ne vois pas comment Malfoy aurait pu... »« Ah, laisse tomber Harry, dit-il. »« Écoute, ce n'est pas ma faute si Slughorn nous a invités, Hermione et moi, à sa stupide soirée. On n'a pas envie d'y aller ni l'un ni l'autre, répliqua Harry irrité. Eh bien moi, puisque je suis convié à aucune soirée, je crois que je vais aller me coucher,
annonça Ron en se relevant. Il se dirigea d'un pas pressant vers la porte du dortoir des garçons. Harry et Hermione le suivirent du regard. « Ah !» dit alors Demelza Robbins, la nouvelle poursuiveuse qui venait d'apparaître derrière lui. « J'ai un message pour toi. » Du professeur Slughorn demanda Harry en se redressant plein d'espoir. « Non, du professeur Rogue, » répondit Demelza. Harry sentit son cœur s'arrêter. Bah j'avoue que bon, compliqué quoi, tes potes ils sont invités à une soirée, toi t'es là, bon bah je tiens, super, c'est merci. Adios, je vais me coucher. Il dit que tu dois venir à son bureau ce soir à 8h30 pour ta retenue. Quel que soit le nombre de soirées auxquelles tu seras invité. Et il te fait savoir que ton travail consiste à tirer des verres à grasse. Tu devras enlever ceux qui sont pourris et garder les bons pour les cours de potions. Il a dit aussi qu'il était inutile d'apporter des gants de protection. Oh, la belle soirée en perspective. Très bien, déclara Harry d'un air lugubre. Merci beaucoup. Je bois un coup et on lit le dernier chapitre pour ce soir, les loulous. Hop, chapitre 12. Argent et opale. Où se trouvait Dumbledore et que faisait-il? Au cours des semaines qui suivirent, Harry n'aperçut le directeur que 2 fois. Il se montrait rarement au repas, et Harry était convaincu qu'Hermione avait raison de penser qu'elle restait absente de l'école pendant plusieurs jours. Dumbledore avait-il oublié les leçons qu'il était censé donner à Harry? Il lui avait dit que ces leçons l'amèneraient à découvrir quelque chose qui était lié à la prophétie. Harry s'était alors senti soutenu, réconforté, mais maintenant il avait l'impression d'être un peu abandonné. La date de leur première excursion à Préolard avait été fixée à la mi-octobre. Harry s'était demandé si les sorties seraient toujours autorisées étant donné les mesures de sécurité renforcées autour de l'école, et il fut content d'apprendre qu'elles étaient maintenues. Il était toujours bon de pouvoir sortir de l'enceinte du château pendant quelques heures. Harry se leva de bonne heure le jour de l'excursion, qui s'annonçait orageux, et attendit l'heure du petit déjeuner, en lisant son exemplaire du manuel avancé de préparation des potions. Rester au lit pour lire des livres d'école n'était pas dans ses habitudes. Un tel comportement, comme le disait Ron avec raison, était indécent chez quiconque d'autre qu'Hermione, qui se montrait simplement un peu bizarre de ce point de vue. Mais Harry estimait que le manuel du prince de Sang-Mêlé ne pouvait pas vraiment être considéré comme un livre scolaire. Plus Harry avançait dans sa lecture, plus il se rendait compte des richesses qu'il contenait. Il n'y avait pas seulement des suggestions et les raccourcis très pratiques pour préparer les potions, et grâce auxquels il s'était acquis une si brillante réputation auprès de Slughorn, mais aussi des petits sortilèges ou maléfices pleins d'inventions, gribouillés dans les marges et dont Harry était certain, à en juger par les ratures et les rectifications, qu'ils avaient été imaginés par le prince lui-même. Harry avait déjà exécuté quelques-uns de ces sorts mis au point par le prince. L'un d'eux faisait pousser les ongles des doigts de pied à une vitesse alarmante. Il l'avait essayé sur Crabbe en le croisant dans un couloir avec des résultats très divertissants. Un autre collait la langue au palais. Il s'était attiré des applaudissements unanimes après s'en être servi 2 fois contre un Arcus Rusard sans méfiance. Mais la plus utile de toutes était sans doute Assourdiato, un maléfice déclenchant dans les oreilles de quiconque se trouvait à proximité un bourdonnement dont il était impossible d'identifier l'origine, ce qui permettait de tenir de longues conversations en classe sans être entendu de ses voisins. La seule personne à ne pas trouver ces sortilèges amusants était Hermione, qui affichait une expression de franche réprobation chaque fois que Harry y avait recours et refusait de lui parler quand il soumettait quelqu'un à l'Assourdiato. Merci Sun, je prends un coup.
exécuté quelques-uns de ses ordres. Attendez, j'ai perdu ma ligne. Assis dans son lit, Harry tournait son livre sur le côté pour examiner de plus près les instructions manuscrites concernant un sort qui avait dû donner au prince du fil à retordre. Après de nombreuses ratures et modifications, il avait fini par griffonner en tout petit dans un coin de la page les mots Levi Corpus informulé. Merci beaucoup, Zan. Tandis que le vent et la neige fondue frappaient inlassablement les carreaux, ce qui n'empêchait pas Neville de ronfler bruyamment. Harry regarda les lettres entre parenthèses, informulées. Alors, c'est pas informulé qui est écrit, mais c'est, bon bref, signifiait simplement, sûrement, pardon, informulé. Harry ne pensait pas jeter ce sort-là. Il avait toujours des difficultés avec les sortilèges informulés, ce que Rogue ne se privait pas de souligner à chaque cours de défense contre les forces du mal. Mais, d'un autre côté, le prince s'était révélé jusqu'à présent un professeur beaucoup plus efficace que Rogue. Il pointa sa baguette sans rien viser de particulier et donna un petit coup vertical en répétant dans sa tête Levi Corpus. Ah! Il y eut un éclair de lumière et des voix retentirent soudain d'un bout du dortoir. Le cri que Ron venait de pousser avait réveillé tout le monde en sursaut. Dans un mouvement de panique, Harry envoya voler son manuel avancé de préparation des potions. Ron était suspendu dans les airs, comme si un crochet invisible l'avait soulevé par la cheville. « Désolé !» s'exclama Harry. Dean et Seamus hurlaient de rire pendant que Neville se réveillait après être tombé du lit. « Attends, je vais te faire redescendre. » Il chercha son livre à tâtons et le feuilleta fébrilement, essayant de le rouvrir à la page. Il le retrouva enfin et déchiffra un mot écrit en pâte de mouche sur le sortilège brillant pour qu'il s'agisse bien du contre-maléfice. Harry pensa de toutes ses forces. Libera Corpus. Il y eut un autre éclair et Ron tomba comme une masse sur son matelas. Désolé, répéta timidement Harry, alors que Dean et Seamus continuaient de rire aux éclats. Demain, dit Ron d'une voix étouffée, je préférerais que tu mettes le réveil tout simplement. Lorsqu'ils eurent fini de s'habiller, en s'enveloppant d'une bonne épaisseur de pull tricoté à la main par Madame Weasley, sans oublier d'emporter cape, gants et écharpe, Ron s'était remis du choc et trouvait hautement amusant le nouveau sortilège de Harry. Il ne perdit pas de temps pour raconter l'histoire à Hermione dès qu'elle se fut installée devant leur petit déjeuner. Alors, il y a eu un autre éclair et je suis retombé sur le lit, dit-il d'un air ravi, en prenant des saucisses. L'anecdote n'avait pas arraché le moindre sourire à Hermione qui regardait à présent Harry avec une réprobation glaciale. Ce sortilège ne viendrait-il pas, par hasard, de ton livre de potions interrogea-t-elle. Harry fronça les sourcils. Tu tires toujours des conclusions hâtives. Oui ou non? Oui, bon, c'est vrai. Et alors? Alors tu as pris le risque d'essayer une incantation inconnue, écrite à la main pour ce qui se passerait. Pourquoi est-ce si important qu'elle soit écrite à la main? Demanda Harry, qui préférait ne pas répondre au reste de la question. Parce qu'elle n'est sans doute pas approuvée par le ministère de la magie, répondit Hermione, et aussi, ajouta-t-elle, en voyant Harry et Ron lever les yeux au ciel, parce que je commence à penser que ce fameux prince était un peu louche. Harry et Ron se récrièrent aussitôt. On a bien rigolé, protesta Ron, occupé à vider une bouteille de ketchup sur ses saucisses. Rigoler, Hermione, c'est tout. En suspendant les gens par une cheville, dit Hermione, qui peut bien consacrer son temps et son énergie à inventer des sortilèges comme ça. Fred et George, répondit Ron en ses épaules. C'est tout à fait leur genre. Et mon père, dit Harry. Il venait de s'en souvenir. Quoi? S'exclamèrent Ron et Hermione d'une même voix. Mon père jetait ce sort à vous, Harry. C'est Lupin qui me l'a dit. Et il mentait sur ce dernier point. En réalité,
avait vu son père lancer ce sortilège contre Rogue, mais il n'avait jamais parlé à Ron et à Hermione de cette excursion un peu particulière dans la pensée. Soudain, une fantastique hypothèse lui vint à l'esprit. Se pouvait-il que le prince de sang mêlé soit... Peut-être que ton père l'utilisait, Harry. Mais il n'est pas le seul. Nous avons eu toute une bonne s'en servir au cas où tu l'aurais oublié. Suspendre des gens dans le vide, les promener dans les airs, comme s'ils sont endormis sans défense. Harry la regarda fixement. Elle avait un serment au cœur et il se rappela à son tour le comportement des manches-morts à la Coupe du Monde de Quidditch. Ron vint à son secours. C'était différent, assura-t-il avec vigueur, et il s'en faisait un mauvais usage. Harry et son père voulaient simplement rire un bon coup. « Tu n'aimes pas le prince » ajouta-t-il, en pointant une saucisse sur Hermione d'un air sévère, « parce qu'il est meilleur que toi en potion. » Ça n'a rien à voir, répliqua Hermione, les joues rougissantes. Je pense simplement qu'il est totalement irresponsable de se mettre à jeter des sorts sans même connaître leurs effets. Et arrête de parler du prince comme si c'était son titre. Il s'agit sûrement d'un stupide surnom, et à mon avis, il ne devrait pas être très fréquentable. Je ne vois pas où tu vas chercher ça, dit Harry, avec fougue. S'il avait été un apprenti mange-mort, il ne se serait pas vanté de s'en mêler, tu ne crois pas? Au moment où il prononça ces mots, Harry se rappela que son père était un sang pur. Il chassa cette pensée de son esprit. Il s'en préoccuperait plus tard. Les mange-morts ne peuvent pas tous être des sangs purs. Il ne reste pas assez de sorciers qui aient le sang pur, répliqua Hermione avec obstination. Je pense que la plupart d'entre eux sont des sangs mêlés, qui se font passer pour des purs. Ils ne haïssent que ceux qui viennent de familles moldues. Et ils seraient ravis que Ron et toi, vous alliez les rejoindre. Ils ne m'accepteraient jamais comme mange-mort, s'indigna Ron. Un morceau de saucisse planté au bout de la fourchette qu'il brandissait vers Hermione s'envola soudain et atterrit sur la tête d'Ernie Macmillan. Tous les membres de ma famille sont considérés comme des traîtres à leur sang. Pour les mange-morts, c'est aussi grave que d'être né chez les moldus. Et merci pour le raid, Eve. Comment vas-tu? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que tu es contente de tes 2 jours de live intense? Ça va nickel. Et merci beaucoup pour ton resub. 15 mois, ah là là. Comment ça va? Alors, j'ai perdu ma ligne. En revanche, il serait ravi de m'avoir parmi eux, dit Harry d'un ton sarcastique. Nous pourrions être les meilleurs amis du monde s'il n'essayait pas tout le temps de m'assassiner. C'est très bien passé, je suis trop contente. Et ben nickel, Eve, tant mieux. Nickel, nickel. Ron éclata de rire. Elle-même consentit à sourire, puis ils furent distraits par l'arrivée de Ginny. Hé, Harry, je dois te donner ça. Il s'agissait d'un rouleau de parchemin portant le nom de Harry, tracé d'une écriture fine et penchée, qui lui était familière. Attendez, j'ai Tasque en train de rêver. Merci Eve, merci, c'est très gentil pour les 5 subs, merci beaucoup. C'est très gentil, merci. Merci beaucoup. Hey Harry, je dois te donner ça. Alors, attendez, mais je lis ma même ligne 3 fois. Je suis perturbée. Merci beaucoup, Eve, c'est très gentil. Ça vient d'arriver, ça la t'inquiète. Merci Ginny. C'est le prochain cours de Dumbledore, annonça-t-il à Ron et à Hermione, en déroulant le parchemin qu'il parcourut librement. Lundi soir, il se sentit soudain léger et heureux. Tu veux venir avec nous à Priola, Ginny? Demanda-t-il. J'y vais avec Dean. On se verra peut-être là, répondit-elle. Eh ben, bonne nuit à toi, Eve. Repose-toi bien. T'as bien mérité. Et
Elle s'éloigna en leur adressant un signe de la main. Comme d'habitude, Rusard se tenait devant la porte de chaîne de l'entrée, vérifiant les noms des élèves qui avaient l'autorisation d'aller à Bréolard. L'opération prit encore plus de temps qu'à l'ordinaire, car Rusard faisait passer tout le monde 3 fois de suite au capteur de dissimulation. Ah, nickel, t'as eu un sub, Son. GG. Quelle importance si on cache des objets interdits, puisqu'on les emporte dehors, demanda Ron, qui regardait avec appréhension la forme longue et fine du capteur. C'est ce qu'on rapporte à l'intérieur qu'il faut contrôler. Son impertinence lui valut quelques coups de capteur supplémentaires, et il grimaçait encore lorsqu'ils sortirent dans le vent et la neige fondue. Le chemin jusqu'à Bréolard ne fut pas très agréable. Harry s'enveloppa le bas du visage dans son écharpe, mais il éprouvait bientôt une sensation d'irritation et d'engourdissement, là où la peau restait nue. Sur la route qui menait au village, les élèves avançaient pliés en deux pour affronter le vent glacé. Plus d'une fois, Harry se demanda s'il n'aurait pas mieux fallu demeurer bien au chaud dans la salle commune. Quand ils arrivèrent enfin et qu'ils virent le magasin de farce et attrape de Zonko condamné par des planches, Harry eut la confirmation que cette sortie ne serait décidément pas très drôle. D'une main protégée par un gant épais, Ron montra Onectux, qui, par peu, était ouvert. Harry et Hermione, vacillant sous le vent, s'engouffrèrent à sa suite dans le magasin pendé. Ah bah t'inquiète, hein, c'est le but que tu t'endormes, pas de soucis. Dieu merci, dit Ron, qui frissonnait, tandis qu'une autosphère chaude aux senteurs de caramel les enveloppait soudain. On n'a qu'à rester là tout l'après-midi. Ah, mon garçon, s'exclama derrière eux une voix de sténor. Oh non, bah. Et elles se retournaient et virent le professeur Slughorn, coiffé d'un énorme bonnet de fourrure, vêtu d'un par-dessus au col de fourrure assorti. Il serrait contre lui un grand sac d'ananas confit et occupait à lui seul un bon quart de la boutique. Aïe, je pense que je vais aller sur Overwatch après. Harry, cela fait 3 fois maintenant que vous manquez mes petits soupers, dit-il en tenant une tape amicale sur la poitrine. Cela ne va pas du tout, mon garçon. Je suis bien décidé à vous avoir à ma table. Miss Granger adore mes soirées, n'est-ce pas? Oui, répondit Hermione impuissante. Elles sont vraiment. Alors pourquoi ne venez-vous pas vous aussi, insista Slughorn. J'ai mon entraînement de Quidditch, professeur, dit Harry, qui s'arrangeait en fait pour programmer les séances aux dates figurant sur les invitations, ornées de petits rubans violets que Slughorn lui envoyait régulièrement. Cette tactique évitait que Ron se sente mis à l'écart et c'était généralement... Excusez-moi, j'ai une attaque de moustique. Et c'était généralement pour une bonne occasion de rire avec Ginny, en imaginant elle coincée entre Sabini et McLaggen. Eh bien, j'espère que ce rude travail vous permettra de gagner votre premier match, répondit Slughorn. Mais une petite récréation n'a jamais fait de mal à personne. Voyons si, on disait lundi soir, vous n'allez quand même pas vous entraîner par ce temps. Je ne peux pas, professeur, j'ai un rendez-vous avec le professeur Dumbledore ce soir-là. Décidément, je joue de malchance, s'écria Slughorn d'un ton théâtral. Ah, mais vous ne pourrez toujours m'échapper, Harry. Et avec un geste majestueux de la main, il sortit de la boutique de sa démarche chaloupée, sans accorder plus d'importance à Ron que s'il avait été un présentoir de nid de cafard. Je n'arrive pas à croire que tu aies à nouveau réussi à te défiler, dit Hermione en hochant la tête. Tu sais, ce n'est pas si terrible finalement. Parfois, on s'amuse. Oh, regardez, elles ont des plumes en sucre de luxe. Elles durent des heures, celles-là. Content qu'Hermione ait changé de sujet, Harry manifesta une nouvelle plume en sucre modèle géant, beaucoup
maussade et se contenta de hausser les épaules lorsque Hermione lui demanda où il voulait aller ensuite. On n'a qu'à faire un tour aux 3 balais, proposa Harry. On y sera au chaud. Ah yes, je veux bien Hello. On va faire le dernier chapitre de la soirée là, donc ça devrait pas être très long. Ils s'enroulèrent à nouveau dans leurs écharpes et quittèrent la confiserie. Après la tiédeur sucrée de Honectux, le vent glacé leur donnait l'impression de prendre des coups de couteau dans la figure. Ah oui, quand même. Il n'y avait plus grand monde dans la rue. Personne ne s'attardait pour monter, chacun marchant d'un pas pressé vers sa destination. Seuls 2 hommes, un peu plus loin, traînaient devant les 3 balais. L'un était très grand et mince, plissant les yeux derrière ses lunettes ruisselantes de pluie. Harry reconnut le barman de la tête de sanglier, l'autre pub de Bréolard. Quand Harry, Ron et Hermione s'approchèrent, il serra plus étroitement sa cape autour de son cou et s'éloigna, abandonnant son compagnon, un homme de petite taille qui tenait maladroitement quelque chose dans ses bras. Il n'était plus qu'à quelques mètres de lui lorsque Harry le reconnut également. Monticus, le petit homme trapu, aux jambes arquées et aux longs cheveux roux en bataille, sursauta et laissa tomber une valise ancienne qui s'ouvrit sous le choc, révélant un bric-à-brac suffisamment rempli à lui seul pour toute la vitrine d'un magasin de brocante. « Ah, bonjour Harry, dit Monticus Fletcher, en tentant sans succès de prendre un air dégagé. Mais je ne voudrais pas te retenir. » Avec les gestes de quelqu'un visiblement pressé de partir, il entreprit de récupérer une tenue de sa valise répandue à terre. « C'est à vendre tout ça ?» demanda Harry, en regardant Monticus ramasser un assortiment d'objets crasseux. « Il faut bien essayer de survivre, » répondit Monticus. « Donne-moi ça. » Ron s'était penché et avait pris une coupe en argent. J'avais oublié ce passage. « Attendez, dit-il avec lenteur. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. »« Merci, l'interrompit Monticus en lui arrachant la coupe des mains et la fourra dans sa valise. Bon, alors, à un de ces jours. Aïe !» Harry avait saisi Monticus à la gorge et le plaqué contre le mur du pub. Le tenant fermement d'une main, il attrapa sa baguette de l'autre. « Harry, couina Hermione. Vous avez pris ça dans la maison de Sirius ?» s'exclama Harry, qui était presque nez à nez avec Monticus et sentait une désagréable odeur de vieux tabac et d'alcool. Cette coupe portait les armoiries des plaques. « Non, quoi ?» balbutina Monticus, dont le teint tournait peu à peu au violet. « Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes retourné chez lui la nuit où il est mort et vous avez tout pillé, gronda Harry. Non, rendez-moi ça. » « Harry, il ne faut pas, » hurla Hermione, alors que le teint de Monticus devenait bleu foncé. Il y eut un bang, et Harry sentit ses mains laver malgré lui la gorge de Monticus. Hoquetant, crachotant, celui-ci saisit la valise tombée par terre, puis, crac, il transplana. Harry poussa un juron de toute sa force de sa voix, tournant sur place pour voir où Monticus était parti. « Revenez, espèce de voleur. Ça ne sert à rien, Harry. » Tonks venait de surgir de nulle part, ses cheveux couleur souris mouillés par la neige fondue. Monticus doit sans doute être à Londres maintenant, inutile de crier. Il a volé des choses qui appartenaient à Sirius, il les a volées. Oui, d'accord, dit Tonks, que cette information laissait parfaitement indifférente. Il n'empêche que tu ne devrais pas rester dehors par ce froid. Et elle leur fit franchir la porte des 3 balais. Dès qu'il fut à l'intérieur, Harry laissa exploser sa colère. Il a volé des objets qui étaient à Sirius. Je sais, ne crie pas, s'il te plaît. Les gens nous regardent, murmura Hermione. Allez vous asseoir, je vais vous apporter à boire. Harry fulminait toujours lorsque Hermione revint à leur table quelques minutes plus tard avec 3 bouteilles de bière au beurre.
Lord ne peut pas surveiller Mundungus, chuchota furieusement Harry aux deux autres. Ils ne peuvent pas au moins l'empêcher de voler tout ce qui lui tombe sous la main quand il est au quartier général. Chut, disait désespérément Hermione en se retournant tout autour d'elle pour s'assurer que personne ne les écoutait. Deux sorciers, assis non loin d'eux, regardaient Harry avec beaucoup d'intérêt, et Zabini était nonchalamment appuyé contre un pilier proche. Je te comprends, Harry. Moi aussi ça m'énerverait. Je sais ce qu'il a volé t'appartient. Harry avala sa bière au beurre de travers. Il avait momentanément oublié qu'il était devenu le propriétaire du 12 square Grimmauld. Oui, ça m'appartient, dit-il. Pas étonnant qu'il n'ait pas été très content de me voir. Je vais raconter à Dumbledore ce qu'il se passe. Il est le seul qui fasse peur à Mundungus. Bonne idée, murmura Hermione visiblement, contente que Harry se calme enfin. Ron, qu'est-ce que tu regardes? Rien, répondit-il en détournant aussitôt les yeux du bar, mais Harry savait qu'il essayait de croiser le regard de la belle Madame Rosmerta, aux courbes généreuses pour qui il avait toujours eu un faible. J'imagine que rien était... J'imagine que rien est parti derrière chercher d'autres bouteilles de whisky pur feu, dit Hermione d'un ton irrité. Ron ignora ses sarcasmes et sirota sa bière au beurre en s'enfermant dans ce qu'il considérait apparemment comme un silence plein de dignité. Harry pensait à Sirius et ce qu'il avait dit de ses coupes en argent qu'il détestait. De toute façon, Hermione pianotait sur la table, son regard oscillant entre le bar et Ron. Dès que Harry eut avalé les dernières gouttes de sa bouteille, elle dit « Et si on revenait à l'école dès maintenant ?» Les deux autres approuvèrent d'un signe de tête. La sortie n'avait pas été très amusante et le temps empirait. Une fois de plus, ils s'attachèrent étroitement leurs capes autour du cou, remirent leurs écharpes et enfilèrent leurs gants. Puis, ils sortirent du pub derrière Katy Bell et une de ses amies, et ils remontèrent la grande rue. Tandis qu'ils pataugeaient dans la gadoue gelée qui recouvrait la route de Poudlard, Harry se mit à penser à Ginny. Il ne l'avait pas revue depuis qu'elle était Il ne l'avait pas revue parce qu'elle était certainement douillettement installée en compagnie de Dean dans le salon de thé de Madame Pied-de-Dieu, le repère des amoureux. L'air renfrogné, il baissa la tête pour assister au tourbillon de neige fondue et poursuivit son chemin à pas pressant. Il y a tout le monde qui fait la gueule, hein, c'est incroyable. Il fallut quelques instants à Harry pour savoir que la voix de Katy Bell et de son amie, qui marchait devant eux, était devenue plus aiguë et plus perçante. Harry regarda attentivement leurs silhouettes indistinctes. Les deux filles étaient en train de se disputer à propos de quelque chose que Katy tenait à la main. « Tu n'as rien à voir avec ça, Léane !» s'exclama Katy. Elles suivirent la courbe qui décrivait la route à cet endroit. La neige fondue qui tombait de rue et de plus en plus fort obscurcissait les lunettes de Harry. Au moment où il leva sa main gantée pour les essuyer, Léane fit un geste pour prendre l'objet que tenait Katy. Celle-ci résista et tira dans l'autre sens et le paquet finit par tomber sur le sol. Aussitôt, Katy s'éleva dans les airs, non pas à la façon de Ron, suspendu par la cheville dans une position burlesque, mais avec grâce, les bras tendus, comme si elle s'apprêtait à s'envoler. Quelque chose, cependant, paraissait bizarre, inquiétant. Ses cheveux tournoyaient autour de sa tête, fouettés par le vent féroce, mais elle avait les yeux fermés et son visage était vide de toute expression. Harry, Ron, Hermione et Léane s'étaient arrêtés net et la regardaient. Puis, à 2 mètres au-dessus du sol, Katy poussa un horrible hurlement. Ses yeux s'ouvrirent et ce qu'elle voyait ou ce qu'elle ressentait lui causait manifestement une terrible angoisse. Elle hurlait sans cesse. Léane se mit à hurler à son tour et agrippa les chevilles de Katy, essayant de la ramener à terre. Harry, Ron
et Hermione se précipitèrent pour l'aider, mais au moment où ils saisirent à leur tour les jambes de Cathy, elle retomba sur eux. Harry et Ron parvinrent à l'attraper, mais elle se tortillait tellement qu'ils avaient du mal à la maintenir. Ils l'allongèrent par terre, où elle se débattait avec force, en continuant de hurler, apparemment incapable de les reconnaître. Harry jeta un coup d'œil de tous les côtés. Les alentours semblaient déserts. « Restez ici !» cria-t-il aux autres, sa voix dominante à grand-peine, les mugissements du vent. « Je vais chercher du secours. » Il se mit à courir en direction de l'école. Jamais encore il n'avait vu quelqu'un se comporter comme Cathy venait de le faire. Il n'avait aucune idée de ce qui pouvait en être la cause. Au détour d'un virage, il heurta violemment ce qui ressemblait à un ours gigantesque dressé sur ses pattes de derrière. « Hagrid !» s'exclama-t-il, le souffle court, en se dégageant de la haie dans laquelle il avait été projeté. « Harry !» dit Hagrid, vêtu de son épais manteau de fourrure en peau de castor, de la neige fondue dans la barbe et les sourcils. « Je viens d'aller voir Groupe. Il fait tellement de bruit que tu... Hagrid, quelqu'un s'est blessé là-bas, ou a été ensorcelé, je ne sais pas. »« Comment ?» demanda Hagrid, en se penchant pour entendre ce que Harry essayait de lui dire tant le vent faisait rage. « Quelqu'un a été ensorcelé, beugla Harry. »« Ensorcelé? Qui a été ensorcelé? Par Ron? Hermione? Non, pas. C'est Cathy Bell par là. » Ils coururent ensemble le long de la route et retournèrent très vite, le petit groupe rassemblé autour de Cathy, qui se tortillait toujours par terre en hurlant. Ron, Hermione et Léane essayaient tout droit de la calmer. « Reculez-vous !» s'exclama Hagrid. « Laissez-moi la voir. » Il lui est arrivé quelque chose, sanglota Léane. Je ne sais pas quoi. Hagrid regarda Cathy un instant, puis, sans un mot, il se pencha, la prit dans ses bras et courut. Quelques secondes plus tard, les cris perçants de Cathy s'étaient évanouis et on n'entendait plus que le rugissement du vent. C'est Eve qui doit faire un sub, car Osama est parti, je crois, elle est partie se coucher. Hermione se précipita sur l'ami de Cathy, gémissante, qu'elle prit par les épaules. « Tu t'appelles Léane, c'est ça ?» Elle acquiesça d'un signe de tête. « Ça s'est passé tout d'un coup, ou bien c'est arrivé quand ce paquet s'est ouvert ?» Occuta Léane, en montrant sur le sol un papier grave de détrempé qui s'était déchiré, laissant apparaître un scintillement vert. Et du coup, K.O., t'as des super émotes que tu peux profiter pendant tout ton mois de sub, du coup. Profite bien. Ron se pencha à la main tendue, mais Harry lui saisit le bras et le tira en arrière. N'y touche pas. Il s'accroupit. Un collier d'opale ouvragé dépassait du papier. J'ai déjà vu ça, dit Harry, en observant la chose. Exposé chez Barjo et Burke, il y a très longtemps. L'étiquette disait que le collier était ensorcelé. Cathy a dû y toucher. Yes. Exactement. Comment Cathy... La merde, j'ai pas mis un truc en silencieux, désolé. Aïe. Comment Cathy l'a-t-elle lu? C'est pour ça qu'on se disputait. Elle l'avait quand elle est sortie des toilettes aux 3 balais. Elle a dit que c'était une surprise pour quelqu'un à Poudlard et qu'elle devait le remettre en main. Elle paraissait bizarre quand elle m'a raconté ça. Oh non, je parie qu'on lui a jeté le sort de l'Imperium et je ne m'en suis même pas rendu compte. Léane fut à nouveau secouée de sanglots et Hermione lui tapota doucement l'épaule. Profite bien de cette merveilleuse émote, K.O. Elle ne t'a pas dit qui le lui avait donné, Léane? Non, elle ne voulait pas. Et moi, je lui ai répété qu'elle était idiote, qu'il ne fallait pas l'emporter à l'école, mais elle refusait de m'écouter. Alors, j'ai essayé de lui prendre des mains et... Léane poussa une plainte désespérée. On ferait bien de revenir à l'école, suggéra Hermione, qui tenait toujours Léane par l'épaule. Nous irons voir comment elle va. Viens. Nice. Harry hésita un instant, puis il ôta l'écharpe qui lui protégeait le visage et sans tenir compte de l'exclamation de Ron, il en enveloppa le collier
et le ramassa. Il faudra montrer ça à Madame Pomfrey, dit-il, tandis qu'il suivait Hermione et Léane le long de la route. Harry réfléchissait frénétiquement. Il venait de pénétrer dans le parc lorsqu'il parla en incapable de garder plus longtemps ses pensées pour lui. Malfoy connaît l'existence de ce collier. Il était exposé dans une vitrine chez Barjo et Burke il y a 4 ans. J'ai vu qu'il le regardait pendant que je me cachais de son père et de lui. Voilà. C'est ce qu'il voulait acheter le jour où on l'a suivi. Une opale ensorcelée. Je m'en souvenais. Et il s'en souvenait et il est retourné la chercher. Je ne sais pas, Harry, répondit Ron, hésitant. Il y a plein de gens qui vont chez Barjo et Burke. Et cette fille dit que Cathy Bell a trouvé le collier dans les toilettes. Elle a dit qu'elle en était sortie avec le collier. Ça ne signifie pas qu'elle l'ait vraiment trouvé là. McGonagall, prévient Ron. Harry leva les yeux. Le professeur McGonagall descendait en hâte les marches de pierre, bravant le tourbillon de neige fondue pour venir à leur rencontre. Hagrid dit que vous avez vu tous les 4 ce qui est arrivé à Cathy Bell. Montez tout de suite dans mon bureau, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez là, Potter? L'objet qu'elle a touché, répondit Harry. Grand Dieu! S'exclama le professeur McGonagall, alarmé, en prenant le collier à Harry. Non, non, Hussard, ils sont avec moi, ajouta-t-elle précipitamment, alors que le concierge traversait le hall d'entrée de son pas traînant, le regard avide, brandissant son capteur de dissimulation. Apportez tout de suite ce collier au professeur Rogue, mais n'y touchez surtout pas. Gardez-le bien enveloppé dans l'écharpe. Harry et les autres suivirent le professeur McGonagall dans l'escalier, puis dans son bureau. Les vitres criblées de neige fondue tremblaient dans leur châssis et la pièce était froide malgré le feu qui craquait dans la cheminée. Le professeur McGonagall referma la porte et se précipita derrière son bureau, face à Harry, Ron, Hermione et Léane, qui continuaient de sangloter. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé demanda-t-elle sèchement. D'une voix hachée et en s'interrompant souvent pour essayer de contrôler ses larmes, Léane raconta au professeur McGonagall que Cathy était allée aux toilettes des 3 balais et en était ressortie avec un paquet qui ne portait aucune marque. Elle lui avait alors paru un peu bizarre et elle s'était disputée sur l'opportunité d'accepter de livrer des objets inconnus. La dispute culminant lorsqu'elle avait essayé de lui arracher des mains le paquet dont l'emballage s'était déchiré. À ce point de son récit, Léane fut si bouleversée qu'il était impossible de lui tirer un mot de plus. Très bien, dit le professeur McGonagall. Non sans douceur, montez à l'infirmerie, s'il vous plaît. Et demandez à Madame Pomfrey de vous donner quelque chose pour remédier à votre état de choc. Quand elle eut quitté la pièce, le professeur McGonagall se tourna à nouveau vers Harry, Ron et Hermione. Que s'est-il passé quand Cathy a touché le collier? Elle s'est élevée dans les airs, répondit Harry, avant que Ron et Hermione aient pu parler. Puis, elle s'est mise à hurler et elle est retombée par terre. Professeur, est-ce que je peux aller voir le professeur Dumbledore, s'il vous plaît? Le directeur est absent jusqu'à lundi, Potter, l'informa le professeur McGonagall, l'air surpris. Absent, répéta Harry avec colère. Oui, Potter, absent, répondit le professeur McGonagall d'un ton cassant. Mais je suis sûr que tout ce que vous avez à dire sur cette horrible affaire peut m'être confié. Une seconde. Le professeur McGonagall n'incitait guère aux confidences. Dumbledore, quelquefois plus intimidant, sur bien des aspects, semblait malgré tout moins enclin à traiter par le mépris une hypothèse qu'on lui soumettait, si hardie fut-elle. Mais il s'agissait là d'une question de vie ou de mort, et ce n'était pas le moment de craindre les moqueries. Je pense que c'est Draco Malfoy qui a donné ce collier à Cathy, professeur. Ron se caressa le nez, apparemment gêné. De son côté, Hermione changea de position, ses pieds glissant sur le sol, comme si elle tentait de mettre un peu plus de distance entre elle et Harry. C'est une accusation très grave, Potter, s'exclama le professeur McGonagall, après un silence choqué. Avez-vous une preuve? Non, admit Harry, mais il lui raconta la conversation.
la rue un peu perdu. Malfoy a apporté un objet chez Barge et Burke pour le faire réparer. Non, professeur, il n'avait pas l'objet avec lui. Il voulait simplement que Barge lui explique comment le réparer. Mais la question n'est pas là. L'important c'est qu'il a acheté quelque chose en même temps, et je pense qu'il s'agissait de cette opale. Vous avez vu Malfoy quitter la boutique avec un paquet semblable? Non, professeur, il a dit à Barge de le lui mettre de côté. Mais Harry, l'interrompit Hermione. Barge lui a demandé s'il voulait l'emporter avec lui, et Malfoy a répondu non. Parce qu'il ne voulait pas y toucher de toute évidence, répliqua Harry avec colère. Il a dit exactement. De quoi aurais-je l'air si je partais ça dans la rue? Rappela Hermione. Il aurait l'air d'un crétin avec un collier, remarqua Ron. Ron soupira Hermione d'un ton découragé. L'opale aurait été enveloppée pour qu'il ne la touche pas, et très facile à cacher sous une cape. Je crois plutôt que ce qu'il a commandé chez Barjo et Burke était un objet bruyant ou encombrant, quelque chose qui attirait l'attention s'il se promenait avec dans la rue. En tout cas, poursuivit-elle, en élevant la voix avant que Harry ait pu l'interrompre. J'ai demandé si le collier était à vendre, tu te souviens, quand je suis entrée dans la boutique pour essayer de savoir ce que Malfoy voulait qu'il lui garde, et je l'ai vu exposé. Et Barge m'a indiqué le prix. Il ne m'a pas dit qu'il était déjà vendu. Tu n'as pas été très habile. Il n'a pas dû mettre plus de 5 secondes pour deviner ce que tu avais derrière la tête. Et bien sûr, il n'allait pas deviner. De toute façon, Malfoy a très bien pu envoyer quelqu'un le chercher entre-temps. Ça suffit, coupa le professeur McGonagall, alors qu'Hermione s'apprêtait à répliquer, la mine courroucée. Potter, je vous remercie de m'avoir raconté tout cela, mais nous ne pouvons accuser Malfoy simplement parce qu'il est entré dans la boutique où ce collier a peut-être été acheté. Des centaines d'autres personnes sont sans doute dans le même cas. C'est ce que je disais, marmonna Ron. Et d'ailleurs, nous avons pris des mesures de sécurité très rigoureuses cette année. Je ne pense pas que ce collier aurait pu être introduit dans l'école sans que nous le sachions. Mais, par sur quoi? Poursuivit le professeur McGonagall d'un ton affreusement catégorique. Monsieur Malfoy ne se trouvait pas à Préolard aujourd'hui. Harry la regarda bouche bée, se dégonflant comme un ballon. Comment le savez-vous, professeur? Parce qu'il était en retenue avec moi. Il a omis 2 fois de suite de faire ses devoirs de métamorphose. Merci de m'avoir confié vos soupçons, Potter, dit-elle, en se passant devant eux. Mais je dois maintenant me rendre à l'infirmerie pour voir comment va Catibelle. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous les 3. Elle leur ouvrit la porte du bureau, et ils n'eurent d'autre choix que de sortir en file indienne sans ajouter un mot. Harry en voulait à Ron et de ne pas d'avoir pris le parti de McGonagall. Mais il ne put de s'empêcher de participer à la conversation dès qu'ils recommencèrent à en parler. À qui Cathy devait-elle donner le collier d'après vous? Interrogea Ron, tandis qu'il montrait l'escalier menant à la salle commune. Dieu seul le sait, répondit Hermione. Mais qui que ce soit, il l'a échappé. Personne n'aurait pu ouvrir ce paquet sans toucher l'opale. Il pouvait être destiné à des tas de gens, dit Harry. À Dumbledore, les Mange-Morts seraient ravis de se débarrasser de lui. Il doit être une de leurs cibles prioritaires. What slogan? Dumbledore pense que Voldemort le voudrait vraiment avec lui, et il ne doit pas être content qu'il se soit rangé dans l'autre camp. Ou à toi, dit Hermione inquiète. Impossible, affirma Harry. Sinon, Cathy n'aurait eu qu'à se retourner pour me le donner. On était sur la route. Je suis resté derrière elle depuis le moment où on a quitté les 3 palais. Il aurait été beaucoup plus logique de livrer le paquet en dehors de Poudlard à cause de Ruisard, qui contrôle tout le monde. Je me demande pourquoi Malfoy lui a demandé de l'emporter au château. Harry, Malfoy n'était pas à Poudlard, s'exclama Hermione en tapant du pied, exaspéré. Alors, il avait sûrement un complice, répliqua Harry. Crabbe ou Goyle. Si on y réfléchit, peut-être un autre mange-mort. Il doit avoir des copains plus intelligents que Crabbe et Goyle maintenant qu'il a rejoint leur rang. Ron et Hermione échangèrent un regard signifiant clairement qu'ils étaient
décidément inutile de discuter avec lui. Potage royal, dit Hermione, d'un ton assuré, lorsqu'ils furent arrivés devant la grosse dame. Le portrait pivota aussitôt pour les laisser entrer dans la salle commune. Il y avait beaucoup de monde et une odeur de vêtements mouillés flottait dans l'air. Nombre d'élèves avaient dû rentrer de préolard plus tôt que prévu à cause du mauvais temps. L'atmosphère n'était cependant ni à la peur ni aux spéculations. Manifestement, personne ne savait encore ce qui était arrivé à Cathy. En fait, l'attaque n'a pas été très bien menée quand on y songe, dit Ron. Il chassa négligement un élève de première année installé dans un confortable fauteuil près du feu pour s'y asseoir à sa place. Le sortilège n'a même pas été pénétré dans le château. On ne peut pas dire que le plan était infaillible. Tu as raison, approuva Hermione en donnant à Ron un petit coup de pied pour qu'il se lève du fauteuil, qu'elle rendit à l'élève de première année. Ce n'était pas du tout bien pensé. Depuis quand Malfoy est-il un grand penseur demanda Harry. Ni Ron ni Hermione ne lui répondirent. Et voilà les loups. C'est tout pour ce soir. Je vais pas faire de raid ce soir, on va rester tranquillement entre nous. Je vais vous faire des bisous. La suite, ce sera mardi soir normalement. N'hésitez pas. Le Discord si vous voulez vraiment le détail, tout ça. Parce que quand je suis en retard, des fois je peux pas faire le live. J'annonce plutôt sur Discord que sur Twitch. Voilà. Et ben nickel, Salam C de toute façon, voilà, mardi soir, c'est la suite, hein, clairement. On continue